Il y a 15 jours, nous avons commenté les manuscrits de 1844, et donc sur le travail aliéné, et je vais reprendre ce thème du travail aliéné, mais cette fois-ci pour la société contemporaine, donc forme actuelle du travail aliéné. Les sources, elles sont les suivantes. D'une part, et c'est la principale, où est-ce que j'ai mis ça? D'une part, Christophe Dejour, c'est un grand spécialiste de la question pour la France. Christophe Dejour, Souffrance en France, et puis du même auteur, La Panne, sous-titre Cessez d'être les esclaves du travail. Bon, entre ces deux ouvrages-là, qui ne sont pas monumentaux, on a une très très bonne idée de son travail. Et donc, Christophe Dejour. Il y a une autre source que j'utilise, c'est Stéphane Habert, Penser le néo-capitalisme, vie, capital et aliénation, de 2013. J'ai mis sur mon blog un abrégé de ce livre, donc vous pouvez le consulter. Et enfin, Actuel Marx, le numéro 39, salut Hervé, le numéro 39 de 2006, les nouvelles aliénations. Donc, c'est en plein dans notre sujet. Ça veut dire que vous voyez que la littérature sur le sujet, il y a une belle littérature, intéressante, etc. On peut s'appuyer dessus. Un mot particulier sur l'expression psychodynamique du travail, puisque c'est celle qu'utilise Christophe Dejour. Avant, on disait psychopathologie du travail, et on ne dit plus psychopathologie du travail, on dit psychodynamique. Que Dejour définit de la manière suivante, il la définit comme l'analyse dynamique des processus psychiques mobilisés par la confrontation du sujet à la réalité du travail. Voilà. Et on va dire que c'est Christophe Dejour le chef de file, en réalité. Voilà pour ces quelques indications préliminaires, et nous allons commencer par une citation. La fureur n'est en aucune façon une réaction automatique en face de la misère et de la souffrance en tant que telle. Personne ne se met en fureur devant une maladie incurable ou un tremblement de terre ou en face de conditions sociales qu'il paraît impossible de modifier. C'est seulement au cas où l'on a de bonnes raisons de croire que ces conditions pourraient être changées qu'elles ne le sont pas, que la fureur éclate. Nous ne manifestons une réaction de fureur que lorsque notre sens de la justice est bafoué. Cette réaction ne se produit nullement parce que nous avons le sentiment d'être personnellement victimes de l'injustice, comme peut le prouver toute l'histoire des révolutions, où le mouvement commença à l'initiative des classes supérieures qui conduisit à la révolte des opprimés et des misérables. Hannah Arendt. Voilà, Hannah Arendt, dans un ouvrage qui s'intitulait en anglais Crisis of Republic, ou République, 1969, et qui a été traduit en français sous le titre Du mensonge à la violence, en 1972. Et cette citation, elle est placée en tête de l'ouvrage de Dejour, Souffrance en France. Et vous allez voir que les propos que je vais tenir y font souvent écho.
Mon plan, il comprend 4 parties ou 4 développements. Je vais d'abord argumenter l'idée que l'aliénation reste une catégorie valide aujourd'hui, ce que d'aucuns nient, mais je vais argumenter l'idée qu'elle reste valide. Deuxièmement, deuxième développement, c'est l'idée que cette aliénation est une réalité niée. Souvent, on nie l'aliénation. On va le voir. Troisième partie, les outils contemporains de l'aliénation au travail, qui ne pouvaient pas être ceux de 1844 dans les détails, mais qui sont ceux d'aujourd'hui. Et enfin, quatrième développement, comment les salariés vivent-ils ces évolutions? Comment réagissent-ils aux évolutions du travail? Et enfin, nous conclurons. Donc le premier développement, l'aliénation, est une catégorie toujours valide. Pour nous introduire dans cette réflexion, donc, je vous propose pour commencer un résumé de la conférence d'il y a 15 jours sur les manuscrits de 1844, un résumé en 4 points, très, très synthétique. Marx oppose d'abord l'égalité juridique des positions des échangeurs. L'un vend sa marchandise, force de travail, que l'autre lui achète. À l'inégalité de l'échange économique, le vendeur qui ne dispose ni des moyens de production, ni des moyens de subsistance, doit retourner chaque jour vendre sa force de travail. Il pointe par ailleurs le fait que l'ouvrier abandonne au patron le résultat de son travail. La valeur qu'il a créée lui échappe donc. De la même manière, l'acte de production lui-même lui échappe. Ce dernier devient aliénation en acte. Enfin, dit Marx, l'ouvrier met sa vie dans l'objet. Il lui transfère une part de son énergie vitale et l'objet, on l'a dit, lui échappe finalement. Plus l'ouvrier produit, dit Marx, plus ce qui lui échappe grandit. Et moins il est lui-même, plus les objets se dressent devant lui comme des puissances autonomes, hostiles et étrangères. Voilà, donc là... Comment il faut comprendre le terme « l'acte de production lui échappe » ? Par exemple, pour un agriculteur, ça voudrait dire quoi? Oui. Alors, pour l'agriculteur, c'est... Là, tu prends un exemple extrême, bien entendu, mais tu as raison. Je vais y revenir. Pour un ouvrier, avant d'arriver à l'agriculteur, mais l'ouvrier, devant une machine, souvenez-vous de ce que vous avez vu jeudi dernier, l'ouvrier obligé de suivre la cadence de la machine. Voilà. Ça, c'est voilà, un exemple d'acte de production qui lui échappe. L'agriculteur, il y a des gens, il utilise des pesticides, il utilise des tas de choses, voilà. Il est obligé. Voilà. Voilà, ça lui, en fait, le mode de production, c'est pas lui qui l'a créé. Voilà. Il est victime de... Voilà. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jean Corbucci, qui était au premier rang, qui a introduit la séance. Lui, il a été prof dans une autre vie et maintenant, à la retraite, il est principalement agriculteur. Il est agriculteur depuis je ne sais pas quand. Hein, il vit sur la propriété familiale. Bon, mais quand il était prof, il était d'abord prof. Et maintenant, il est d'abord agriculteur. Et jeudi dernier, il disait qu'il était obligé d'utiliser le glyphosate, ce que vient de rappeler Jacqueline. Ça, c'est un élément du procès de production qui lui échappe. Je laisse de côté la question de savoir si c'est vrai ou faux. Ah, voilà.
Parce qu'on leur bourre la tête. On leur bourre la tête. Laissons ça de côté. Financière. Peut-être qu'ils ne sont pas si obligés que ça. Non, Mais, ça rapporte à certains. mais ils sont un peu obligés quand même parce que dans le contexte économique, s'ils veulent vivre et survivre, il faut quand même qu'ils atteignent un certain rendement. Et donc, ils sont énormément poussés à utiliser du glyphosate. Mais il y a d'autres choses. Prenons le système de crédit qui participe au procès de production sur les marges. On commence à être là dans la sphère financière, bien sûr. On n'est plus tout à fait... On est entre la sphère de production et la sphère financière. Bon, alors, on ne va pas pinailler, on va l'agréger pour les besoins de notre démonstration. Le crédit, eh bien, il influe directement sur le process. Si on est obligé d'acheter, je ne sais pas trop quel matériel, un tracteur relié au satellite. Relié au satellite. Pour Enfin, l'avancement de... voilà. Alors tu me fais penser à autre chose. Relié au satellite. C'est un ouvrier à ce moment-là, déjà. Oui, mais c'est un prolétaire. C'est un prolétaire. Mais quand même, actuellement, avec ce qui se passe dans le monde ouvrier, il y a un des leaders qui est millionnaire quand même. Hein. Donc, Oui. il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des ouvriers agricoles dans les Alpes-Maritimes qui ne sont pas les ouvriers de la Beauce. Voilà. Mais prenons l'agriculteur avec son tracteur relié au satellite. Comment ça s'appelle, les petits pois et autres là que l'on trouve dans les supermarchés. Moi, je connais par ailleurs quelqu'un qui est dans ce cas. J'ai déjà discuté avec lui. Eh bien, la boîte, la multinationale, lui envoie un beau jour. Donc il est en contrat, hein, je passe là-dessus. La boîte lui envoie un jour l'ordre de récolter sa parcelle. Elle lui dit, parce que la récolte se fait et il y a une analyse minimale du produit qui se fait. Elle lui dit, ça va, la qualité est là. Un autre jour, elle lui dit, il faut que vous arrosiez telle autre parcelle, etc., etc., etc. Donc là, ce sont des éléments qui certes sont ambigus puisque d'un côté, ils participent à la productivité. Mais c'est une productivité qui se fait sur le dos de l'autonomie de décision du paysan. Oui. Mais c'est ambigu puisque d'un autre côté, ça permet des rendements. Hein. Donc on ne peut pas non plus cracher là-dessus vraiment. Hein. Là, il y a une utilisation de la technique qui permet des rendements. Donc, seulement, il faut qu'il emprunte le sou à la banque pour acheter les tracteurs. Donc il Ça, devient déjà dépendant. il faut le tracteur. Il faut le tracteur, etc. etc. Donc voilà quelqu'un qui n'est pas indépendant dans son processus. Ça coûte plus cher qu'une Ferrari, un tracteur. Les nouveaux tracteurs bon modernes. Ah ouais, c'est Ah bon? des centaines de milliers d'euros. Hein. Des centaines de milliers d'euros. Ah ouais, ouais. Mais c'est plus l'ouvrier qui l'achète quand même. Ouais. Mais là, bon, on est sur quelqu'un, encore une fois, quelque chose d'ambigu. Est-ce que l'agriculteur est propriétaire de ses moyens de production? Non. Formellement, Des oui. petits, non. Formellement. En logique capitaliste, oui. Sauf que il s'est endetté jusqu'au cou, qu'il a dû peut-être hypothéquer ses propriétés. Il y a des chances que ça arrive souvent. Je ne connais pas le détail de ces choses-là, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture. Mais les banquiers sont prudents. Mais les banquiers sont prudents, et ça veut dire que
Le jour où il y a un souci, eh bien c'est comme s'il n'était propriétaire de rien, à vrai dire, hein, ou de pas grand-chose. Donc, dire de... Il y a aussi de plus en plus des formules de location, ou de location avec option d'achat, des formules de leasing. Comme pour les voitures. Voilà, comme pour les Comme voitures. pour les voitures. Dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, c'est souvent le cas. D'accord. Les entreprises n'achètent pas forcément tout le matériel dont elles ont besoin, mais elles le louent. D'accord. Ou elles le louent avec des options d'achat. Mais est-ce qu'il existe Il y a une encore... raison fiscale. Bon, moi Ah j'étais oui, c'est entrepreneur. pas dans le même chapitre C'est que du si bilan. vous achetez une voiture, elle est amortissable en 5 ans, c'est-à-dire vous achetez 40 000, donc on va diviser par 5, ça fait 8, 5 Oui. 8, 40, Ça, ouais. c'est- 8 000 qu'on va vous déduire en disant investissement. Mais les 32 000, vous allez payer l'impôt sur les bénéfices, donc sur 5 ans. Mais quand c'est un leasing, quand c'est la location, c'est pour ça que beaucoup, même des grosses boîtes, comme à un moment donné Leclerc à Saint-Isidore, il louait le terrain. C'est parce que là, c'est amortissable de suite. C'est-à-dire que le loyer que paye l'entreprise est déduit du chiffre d'affaires et donc il ne payera pas d'impôt de bénéfice. Sur, voilà, c'est tout un... C'est ça. Est-ce qu'il existe encore les coopératives d'utilisation de matériel agricole? Oui, dans Oui. certaines régions. Les CUMA? Oui. D'accord. Donc peut-être que ça aussi c'est une modulation qu'on peut apporter à nos propos, puisque dans la CUMA, l'agriculteur il est un peu partie prenante. Il n'est pas, c'est pas étranger à lui. Hein, c'est une coopérative. Donc bon, j'entre pas là-dedans, c'est pas notre sujet, mais bon. J'ai connu un système en Guadeloupe où les petits planteurs, qu'on appelle les petits planteurs, ce sont les planteurs de canne qui n'ont pas énormément d'hectares. Alors, ils passaient des contrats avec les usiniers qui leur fournissaient du désherbant et aussi de l'engrais. Et donc, à la récolte, logiquement, ils devraient récolter le fruit de leur travail, donc de la canne. Mais quand ils enlevaient déjà le prix des désherbants, plus les engrais qu'ils fournissaient aux petits planteurs, il ne restait pas grand-chose. Et d'autre part, certains ont même signé des contrats de colonnage avec les usiniers, et c'est ainsi que certains d'entre eux se sont trouvés dépossédés de leurs terres. D'accord. Donc ça, on y reviendra l'année prochaine. Ça, c'est pas le sujet de l'aliénation, mais c'est le sujet des classes sociales. Disons qu'il faudra qu'on essaie de démêler, disons, ce qui est formel dans les histoires de classe et ce qui est réel. L'exemple de Rico, par exemple, voilà, ou l'exemple précédent, hein, sur le crédit et autres. C'est Hervé qui mettait ça sur le tapis une fois. Dans quelle classe on est, est-ce qu'on est propriétaire ou pas propriétaire, etc. Et là, il faut savoir faire la part entre ce qui est formel, que les puissants nous mettent toujours sous le moustache, ce qui est formel, hein, c'est-à-dire que, soi-disant, on a acheté quelque chose, on est propriétaire, etc., de ces moyens de production. Le paysan, il est propriétaire, qui ne vienne pas nous embêter, c'est pas un prolétaire, c'est un petit entrepreneur. Tout ça, il faut le démêler, la réalité des choses. C'est pour une autre fois. Donc, voilà pour le résumé que Hugues faisait d'il y a 15 jours. Je vais partir de ce que dit De Jour dans Souffrance en France. Il part du constat que nos sociétés développées actuelles, qui sont marquées par l'accumulation formidable, bien sûr, on pourrait même dire suraccumulation, bien sûr, l'accumulation formidable de la richesse à une extrémité, et par
par le développement tout aussi formidable de la pauvreté à l'autre extrémité, eh bien, ces sociétés développées se caractérisent aussi en même temps par des pathologies individuelles et des violences collectives, mais qui, c'est là le point, ne suscitent pas la colère et la réprobation comme on pourrait s'y attendre. Énorme richesse, énorme pauvreté, et finalement, il ne se passe rien. Personne, j'exagère si je dis que personne ne dit rien. J'en conviens, j'exagère en disant ça comme ça, tout brut. Mais disons que la colère et la réprobation ne s'expriment pas avec un volume, une ampleur qui en fait un problème social. Pas du tout. Une révolution. Ou une révolution. Calme-toi, Fanny. Ça viendra. Par ailleurs, De Jour pose l'idée que tout système, toute organisation, toute entreprise a et aura toujours besoin du génie et de l'intelligence au travail pour fonctionner. Donc, idée importante, on va la décliner tout au long de la conférence. Le travail mort, c'est-à-dire les machines et l'organisation de l'entreprise, a besoin de l'appoint du travail vivant. Autrement dit, toute organisation ne peut maintenir son efficacité et sa stabilité que grâce au consentement de ceux-là et de celles-là qui la servent. Voilà. Peut-être que vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais c'est l'idée que le fonctionnement des entreprises en système libéral, dans le système que nous connaissons, se déploie dans l'élément de la servitude volontaire. Cela veut dire que les gens qui souffrent aujourd'hui des nouvelles formes d'organisation du travail peuvent en même temps être, pour une part, les artisans du succès de ce système qui les broie. Voilà. Idée dérangeante, hein, bien entendu. Idée dérangeante. Autre idée dérangeante. Ces enquêtes montrent que la majorité des gens peut être enrôlée au service d'un système dont pourtant elle désapprouve profondément les méthodes. Et elle montre, c'est ce qui est le plus frappant, que la mobilisation peut être obtenue sans usage de la force. Situation qui n'est pas nouvelle non plus, il faut bien le dire. Par exemple, Engels, en 1840, quand il écrit la situation de la classe laborieuse en Angleterre, il dit « Ce dont l'individu est dépossédé, ce n'est pas d'abord d'une chose ou d'un bien, ni même d'une liberté particulière. C'est, en dernière instance, une certaine puissance d'agir très générale caractéristique de l'être humain, à savoir la capacité de se réaliser, être soi-même relationnellement. » Vous voyez, là, on retrouve des termes très proches des manuscrits de 1844, hein, très très proches. Alors, cette réalité de la misère ouvrière, elle perdure. Elle perdure d'abord dans, par exemple, si on prend les industries, les usines textiles en Inde, par exemple, hein, ou bien si on prend les carrières de lithium en Afrique. Tout ça, ce sont des réalités qui perdurent. En Afrique, dans les mines de lithium, il y a des enfants qui travaillent. En Inde, dans les usines textiles, je pense aussi. J'en suis presque sûr. Mais, bon, ça, ce sont des pays lointains. Mais même en Occident, ces réalités, elles perdurent. Si on prend nos sociétés à nous, la précarité, c'est une forme de dégradation forte, avancée, des conditions d'exercice du travail. Le nouveau management, nous allons voir à quel point ça dégrade le travail.
les nouveaux rapports de force entre le capital et le travail, les emplois de service, Uber, et ainsi de suite. Le travail immatériel sur les bases de données, sur les données informatiques en général. L'individualisation des parcours professionnels, surtout quand elle est instrumentalisée pour pousser quelqu'un vers un placard, etc. Etc., etc. Enfin bon, je vous renvoie pour plus de détails, souvenez-vous, à ces 2 conférences que j'ai faites sur la sortie du compromis fordiste l'année dernière. Je vous y renvoie. Pour Serge Paugan, l'intérimaire constituerait par excellence l'homme aliéné, ou la femme aliénée de notre époque. L'intérimaire. En effet, l'intérimaire, bon, le processus de travail lui échappe. Il ne fait pas partie de l'usine. Il ne fait pas partie de l'entreprise. Donc déjà là, et puis d'autre part, ses relations professionnelles, on le sait bien, elles sont appauvries. Il n'est pas toujours là, il ne connaît qu'une partie du personnel, même celle qu'il connaît, ben, on imagine le type de relation qui s'instaure entre, disons, dominant-dominé, etc. Il ne bénéficie d'aucune reconnaissance particulière, il arrive, il s'en va, etc. Bref, il a tout ce qu'il faut pour être, disons, malheureux au travail. Autre aspect des choses qui a affleuré il y a un instant dans mes propos sur les réalités nouvelles, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'essoufflement et ou le démantèlement des défenses collectives. Là aussi, je vous renvoie à la sortie du compromis fordiste de l'année dernière. Il y a des défenses. Cet essoufflement des défenses collectives vient ajouter une dimension collective à la dimension individuelle, sur laquelle j'étais plutôt jusqu'à présent. Mais là, ça vient ajouter une dimension collective aux psychopathologies individuelles. Ces défenses collectives avaient justement été constituées au cours du temps contre la souffrance individuelle et contre la domination sociale. Ça, c'est une autre époque, c'est l'époque du compromis fordiste dont nous avons parlé. Cette époque est révolue et toutes les défenses collectives construites à l'époque ont été maintenant à peu près toutes reniées. Leur délitement, il aggrave les situations individuelles. Haber, quant à lui, souligne que dans ce contexte de délitement de ce qu'il appelle les dispositifs de par-aliénation, se mettent en place des formes nouvelles et paradoxales de l'aliénation. Paradoxales parce qu'elles tirent parti, dit Haber, des ressources nouvelles offertes par l'existence d'une population éduquée, créative et soucieuse d'autonomie individuelle. Voilà. Vous voyez le côté pervers, hein. Maintenant, on a des gens formés, profitons-en. Donc l'individu se trouve de rechef étranger à ce qu'il fait et au milieu dans lequel il le fait. Mais tout cela donc avec une population post-compromis fordiste, c'est-à-dire bac, niveau bac, comment dire, vous vous souvenez de ce slogan, 80% d'une génération au niveau 4. Le slogan, l'objectif a été atteint et même dépassé, et c'est avec ces gens-là maintenant que se fait la destruction des conditions de travail dont nous sommes en train de parler. Haber pense donc, Stéphane Haber pense donc que la valeur descriptive et explicative de la notion d'aliénation, eh bien, elle demeure, même s'il faut tenir compte donc de ces changements-là, du compromis fordiste et après, et tenir compte aussi, encore plus,
des changements intervenus depuis 1844, depuis l'écriture des manuscrits de 1844. Le système apparaissait alors, dit-il, comme dépourvu de tout secret. Il s'identifiait purement et simplement au capital lui-même, sous son aspect dynamique. Autrement dit, il n'était, pensait Marx, rien d'autre que cette force qui manifestement contraint, organise et vampirise le travail ouvrier. Aujourd'hui, dit Habert, il en va autrement. Le pouvoir anonyme de la finance fonctionne selon des lois spécifiques qui n'exercent d'effet sur l'univers du travail que moyennant des médiations compliquées. Médiation compliquée, bon, on pourrait dire lointaine, opaque, on y reviendra à un autre moment. Le salaire et les conditions de travail, par exemple, de quoi ça relève? Le chef de l'unité de production, pas souvent. La plupart du temps, ça relève d'une unité inconnue au bataillon, dont les dictates, pof, tombent. Et le chef de l'unité de production, bah, il y en a bien sûrement parmi vous qui ont connu ça. Hein, le responsable de site dit, moi j'ai tant pour faire les augmentations de salaire de l'année à venir. Et puis c'est tout. Et c'est tant. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Donc ça, tout ça est opaque. La vie de l'entreprise, elle se déploie dans l'élément d'une machinerie complexe et opaque. Pour autant, l'aliénation au travail reste une expérience fondatrice. C'est l'expérience du travail, dit Habert, qui aujourd'hui constitue la première sphère dans laquelle s'impose le thème de l'aliénation. C'est d'abord au travail que l'on peut apprendre de manière directe ce que veut dire l'aliénation. C'est là que l'on apprend pour comprendre ce que l'on vit, à essayer éventuellement d'y résister, de la surmonter pratiquement. Voilà. Donc, toutes raisons pour lesquelles l'aliénation reste donc une catégorie valide pour analyser les situations de travail individuelles et collectives. Ça, c'était le premier développement. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il est pressé. Non, il veut prendre ta place. Il veut prendre ma place. Ah ouais, il faut que je me méfie de lui. T'inquiète pas, ouais. Donc, deuxième. Mais c'est lui qui essaie de semer la zizanie. Oui, il est jaloux. Ah, il est jaloux. Donc, deuxième développement, donc, après l'idée que la catégorie d'aliénation est valide, c'est l'idée que cette réalité de l'aliénation, elle est niée. Jean-Pierre Durand dit que l'une des caractéristiques essentielles de l'aliénation est sa dénégation, c'est-à-dire le refus par la victime de percevoir sa condition telle qu'elle est. Alain Touraine, dont le nom vous dit sans doute quelque chose, c'est un auteur des années 60, 70, 80, 90. Il y a une cinquantaine d'années, Alain Touraine avait déjà montré la nécessité pour les dominés de nier leur domination. Et leur aliénation, domination, aliénation. Pour exister, et pour accepter leurs conditions, pour la rendre acceptable. Il distinguait deux aspects du phénomène à l'époque, Alain Touraine. D'une part, disait-il, il y a des salariés qui ne perçoivent ni la domination ni l'aliénation. Il y en a qui ne voient rien. Parce que les représentations dominantes, c'est-à-dire, nous dit Marx, celles des classes dominantes, eh bien, elles les masquent, ces réalités de la domination et de l'aliénation. Elles les masquent sous des discours, allez, d'égalité des chances, ça vous parle, de la méritocratie, ça nous parle aussi, On est en plein. de l'équité, ou aussi
des lendemains qui chantent, enfin disons, des lendemains qui seront meilleurs dans le cadre du projet social élaboré en fonction du modèle culturel qui est le nôtre et auquel nous tenons tant. Émancipation. Ah, ben non, Émancipation. émancipation, par exemple. J'ai beaucoup entendu Voilà. ça. Tu as beaucoup entendu ça, toi, dans les milieux. Voilà, ouais, voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est un matériel idéologique toujours à disposition que l'on nous sert aujourd'hui encore abondamment. Et donc, c'est ce qui fait que la projection dans l'avenir, eh bien, dans un avenir, on ne sait pas lequel, mais la projection dans l'avenir submerge la réalité concrète dans laquelle nous sommes plongés, la réalité actuelle et concrète. Et donc cette dernière, réalité actuelle et concrète, eh bien, elle est niée ou relativisée, et c'est le modèle culturel qui prospère dans les consciences. Donc, premier aspect que Touraine distinguait, et l'autre aspect, disait-il, c'est qu'il y a des salariés qui peuvent avoir conscience des processus d'aliénation dans lesquels ils sont pris, mais qui les nient. Parce que la destruction ou le dépassement de ces processus d'aliénation leur paraissent des tâches insurmontables. Ils préfèrent s'en arranger. Et pour accorder leur pratique et leur déclaration verbale, eh ben, ils nient l'aliénation. Cette variante, elle se développe particulièrement dans l'encadrement. On verra ça à la prochaine conférence sur l'encadrement. Je fais une incidente. Le TINA, There is no alternative, qui est un bloc, une idée, une idéologie du TINA. Hein, c'est un truc, c'est pas un grand système, c'est une idée, le TINA. There is no alternative. Eh bien, c'est typiquement la fonction que remplit le TINA. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, le mieux, c'est de s'en arranger. Donc, ces deux formes de dénégation, qui sont très proches, elles convergent quelque part vers cette idée du TINA. De jour, je reviens à lui, il parle de l'aliénation et du déni de l'aliénation dans ses ouvrages, en se plaçant au niveau du collectif de travail et de la norme de qualité totale qui lui est imposée. Et là, c'est carrément flippant. Chacun est conduit, dit de jour, à dissimuler ses écarts aux normes, aux procédures, au travail prescrit. Tout le monde ment. La rupture avec le réel est devenue collective et, ce faisant, l'aliénation est devenue un système, une culture. Carrément, c'est devenu une culture. De jour est formel. Tout ceci est la conséquence de l'imposition de la qualité totale. La grande obsession des usines, des entreprises industrielles, tertiaires, etc. C'en est la conséquence. Pourquoi c'est la conséquence de la qualité, de cet objectif de qualité totale? C'est parce qu'il est intenable. La qualité totale, ça n'existe pas. C'est intenable. Imposer la qualité totale comme objectif, c'est là que les problèmes commencent. Tous les problèmes commencent. En imposant, on génère inévitablement une course aux infractions, aux tricheries, voire aux fraudes. Et de jour insiste. Oui. Hier soir, il y avait un documentaire sur Arte, extraordinaire. Mafia, banque, et qu'est-ce qu'on voit? Les multinationales, les États, Chine, États-Unis, l'Angleterre, alors là, c'est le sommet, pour blanchiment d'argent, pour les multinationales et les mafieux.
Mais il faut voir, c'est un reportage bien fait. La conclusion, c'est que les États-Unis sacquent leurs ressortissants qui ne payent pas des impôts et demandent, par exemple, la Suisse de donner les noms. Mais par contre, eux, ils se sont arrêtés parce que normalement, ils devaient saisir l'argent de HSBC, démolir la banque, bon, elle est toujours en place et ça continue. Et c'est très utile. Il y avait des spécialistes, mais pas comme on voit dans les médias d'infos qui expliquent que c'est une nécessité, y compris pour les multinationales, de blanchir de l'argent, de les placer dans les paradis fiscaux, etc. C'était un reportage extraordinaire. Et ça vient parce que... Combien de milliards? Ouf, alors là, je sais 2000 plus. milliards par an d'argent sale lavé. Ouais. 2000 milliards de dollars. Ah oui. Et il faut voir le réseau à travers la planète, comment ça se croise, c'est avec les complicités dans tous les pays. Hein. Tous les ans, 2000 milliards de dollars tous les ans. Alors, 2 jours... Excusez-moi de vous en couper, mais c'était tellement... C'était d'une richesse extraordinaire. 2 jours insistent sur ce problème de la qualité totale. Cela va au-delà du collectif de travail, les conséquences vont au-delà du collectif de travail. Et cela atteint aussi les dirigeants. Ils s'auto-félicitent de rapports mensongers. Et puis un jour, le réel se rappelle à tous, et cela donne AZF à Toulouse. L'usine avait tous les certificats de qualité totale. On traînera un responsable devant les tribunaux, mais sans remettre en cause l'organisation du travail. C'est que la remise en cause de cette dernière est bloquée par l'aliénation culturelle. Donc là, vous voyez la notion d'aliénation culturelle, aliénation individuelle, aliénation collective, aliénation culturelle. Il faut retenir les trois niveaux. Il faut se représenter ce que cela peut donner au niveau de chaque agent. Le coût psychique est considérable. Il faut assumer les rapports bidons. Il faut assumer les rapports bidons. Rapports que l'on a écrits, mais que l'on sait bidons. Moi, je peux vous le dire, quand j'étais inspecteur, je disais toujours, aucune demande de statistique ne restera jamais sans réponse. Je n'en disais pas plus. Mais moi, je répondais toujours aux statistiques, aux enquêtes statistiques. Il faut assumer les fraudes aux certifications. C'est un engagement pour l'entreprise. Ça, c'est la suite logique des rapports bidons. Avec le bilan énergétique des appartements, par exemple. Par exemple, hein, on fait des trucs bidons. 2 jours parlent de souffrance éthique. Voilà, 2 jours parlent de souffrance éthique. Dans ce contexte, évidemment, de solitude et de désolation, cela peut conduire au pire. Donc voilà pourquoi donc, la réalité de l'aliénation peut être niée. On est dans le système, on est embringué, embarqué dans un système qui charrie du mensonge, de la tricherie, etc., etc. Et bon, ben, on veut rester dans le navire et on ment. On ment, on ment, on ment. C'était la deuxième idée et le deuxième développement. Troisième partie, quels sont les outils contemporains, donc, de l'aliénation du travail? Ils prennent place dans un nouveau modèle productif. Il faut bien comprendre ça. Ils prennent place dans un nouveau modèle productif. On va le qualifier de post-fordien, disons, successif aux années 75, 85, etc. Et là aussi, je vous renvoie aux 2 conférences sur la sortie du modèle fordiste, du compromis fordiste. Vas-y. Voilà. Durand dit que la nouvelle cohérence productive repose sur la mise en adéquation
des trois composantes du process du travail. La première, l'organisation de la production en général. La deuxième, l'organisation du travail proprement dit. Et en trois, le régime de mobilisation des salariés. Alors, on va y revenir. Pour caractériser ce modèle post-freudien, Jean-Pierre Durand parle d'implication-contrainte. On va voir ça. On va voir ça. Implication-contrainte. Par ailleurs, il accorde un rôle génératif, générateur, central, à la première composante citée, c'est-à-dire l'organisation de la production en général. Alors, la réorganisation de la production, elle se fait autour de l'idée de flux tendu, idée centrale, flux tendu, c'est-à-dire de la disparition des stocks tampons. Peut-être avez-vous connu telle ou telle des entreprises où vous aviez des salles entières avec des étagères monumentales et sur lesquelles reposaient des éléments matériels du procès de production. Dans l'automobile, etc. Donc vous avez pu connaître ça. Même à l'EDF. Même à l'EDF, au PTT, des grandes étagères, mais vrai, quand je dis monumental, vraiment, hein, un truc extraordinaire. Bien. Donc plus de stock. Cela veut dire que la matière, c'est la logique, hein, quand on dit plus de stock, ça veut dire que la matière est en mouvement permanent. Sur les plateformes. C'est ça. Bon. Oui, sur les plateformes. Ah oui, c'était bon travail. Et ça veut dire que la rotation du capital, parce que le stock c'est du capital, ça veut dire que la rotation du capital, elle est accrue. Il n'y a plus cette partie qui est là, qui passe la nuit. Cela veut dire aussi que, alors, parlons des salariés, cela veut dire aussi que les salariés doivent se sentir mobilisés en permanence pour assurer le flux de matière adéquat. Parce qu'il n'y a plus de stock, sauf que il faut toujours avoir à disposition quand même tout le matériel qu'il faut. Et quelquefois, il y a rupture, comme actuellement dans les pharmacies. Ah non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas une rupture de stock telle que on pourrait la trouver dans une usine automobile. Là, c'est une démission du système capitaliste qui a renoncé à produire. Mais je vais plus loin. Ils n'ont pas renoncé à produire. C'est que comme la sécurité sociale ne rembourse pas comme ils voudraient les médicaments, vous avez l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, où ils ont à saturation tous les médicaments qui nous manquent. Ouais. Donc c'est une question de prix. C'est une question de prix. Voilà. Donc ils ne veulent plus produire. Non, ils produisent mais pour les autres. Voilà. C'est les labos, non? C'est les labos, hein. Oui, je dis le système Parce capitaliste. qu'une pharmacienne m'a répondu, dites ça au labo. Oui, c'est ça. Alors je lui ai dit, mais et vous? Non. Vous voulez dire quelque chose? Ah, ouais, ouais. Donc, des exemples de zéro stock, la restauration rapide, les banques, les hypermarchés. C'est la raison pour laquelle on ne cesse de voir des camions à la porte des hypermarchés, puisqu'il faut les réapprovisionner quasiment Au fur et à mesure. tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais au moins 2 fois par semaine. Les hôpitaux, les chambres, les chambres vides, etc., il faut que ça supprimer. Le transport aérien, les plateformes logistiques de la grande distribution d'Irène, les centres d'appel téléphoniques, et puis bon, et puis il faudrait en rajouter, évidemment. L'industrie en général. Hein.
Dans ce système, l'implication des équipes, elle est contrainte. Les équipes, elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas se désengager. Elles ne peuvent pas tourner la tête, regarder ailleurs. Elles sont obligées de déployer des trésors d'inventivité pour se procurer les objets, les pièces dont elles auront besoin. C'est ça le flux tendu. Donc, flux tendu, implication contrainte. C'est marche ou crève. Durand fait remarquer aussi que dans ce système, la hiérarchie intermédiaire peut être allégée. Ce sont les équipes opérationnelles qui se chargent du suivi des stocks et des contrôles. Ça, quand même, c'est une... Ah, qu'est-ce que c'est une idée formidable! Plus de... Les mecs, là, qui... on ne sait jamais s'ils travaillent ou pas. Hein, dans les trucs de stock, là, les services de stock, etc. Ils sont loin, on ne les voit jamais, et tout et tout. Là, terminé. Donc voilà pour... Ils sont suivis au GPS, hein, chez Amazon. Oui. De partout, ils vont aux toilettes, c'est enregistré, ils ont le temps pour aller chercher, tant de colis, etc. Dans les banques, un agent qui arrive à son bureau, il glisse sa carte dans son ordinateur. C'est la condition sine qua non pour que l'ordinateur démarre. Sinon, il ne peut pas travailler. Et quand il doit aller aux toilettes, il retire la carte parce que c'est la même qui donne accès aux toilettes. Et la même pour avoir accès à la direction. Voilà. Alors, toutes les agences ou toutes les banques n'utilisent sans doute pas ce système-là, mais c'est un système qui existe. Donc, ça, c'est la réorganisation du système de production autour de l'idée de flux tendu. Et le flux tendu, c'est aussi l'augmentation du taux d'exploitation des salariés. Exactement, parce que l'implication contrainte qui va avec, flux tendu, implication contrainte, ça c'est de l'exploitation, l'implication contrainte. Inévitablement, puisque psychologiquement, mentalement, l'agent est obligé de rester mobilisé, alors que dans un autre système, il peut y avoir des ports dans la journée. Il peut y avoir des hauts et des bas. Et ça empêche de réfléchir aussi. Et ça empêche aussi de réfléchir. Oui. La réorganisation du travail, deuxième aspect que Jean-Pierre Durand distingue. Elle est étroitement liée à la première dimension, réorganisation de la production, et elle se fait autour de l'idée de travail en groupe. À la place du schéma fordiste ou fordien, un homme, une machine, vous vous souvenez, ou bien on l'a encore vu la semaine dernière dans le film, un homme, une machine. On a autre chose, on a un collectif face à un segment, à savoir un collectif de travail de quelques personnes, 2, 3, 4, 5, 6, tout dépend. Et en face de ce collectif de travail de quelques personnes, il y a un segment de production. Donc, si vous prenez un process qui est long comme ça, eh bien, vous pouvez le diviser en un certain nombre de segments, et chaque segment, c'est quelques opérations de production, et devant ou face à ce segment, ben, vous mettez un collectif. Hein? Bien. Ça, c'est la nouvelle organisation. Le collectif, il a un animateur, un moniteur. Fini l'équipe fordienne composée d'individus isolés devant leur machine. Ça, c'est terminé.
Et évidemment, les patrons, qu'est-ce qu'ils disent? Ils trouvent toujours les bonnes idées, les patrons. Ils disent que le management est plus humain, puisqu'il n'y a plus de management intermédiaire. C'est le collectif de travail qui se charge de tout. On va y revenir. Donc c'est plus humain. Il n'y a plus les capots, hein, les contremaîtres de proximité. Voilà le deuxième aspect. Et puis le troisième aspect de Durand, c'est la refonte de la mobilisation des salariés. Tout ça est d'une cohérence folle, hein, évidemment. Premier, deuxième et troisième aspect, tout ça est cohérent. La refonte de la mobilisation des salariés. Pourquoi? Parce que la mobilisation, maintenant, elle se fait au nom de la polyvalence et de l'interchangeabilité. Dans le collectif de travail de quelques personnes, elles sont 2, 3, 4, 5, 6, selon les cas, ben, il faut que chacun puisse faire le travail de l'autre. Hein. C'est ça, polyvalence, interchangeabilité. Voilà, au total, après ces 3 réorganisations, qui ne sont en fait qu'une seule, à vrai dire, je reprends les distinctions de Durand pour la pédagogie de la chose, mais en réalité, c'est une réorganisation globale. Eh bien, le collectif se retrouve en charge de pas mal de choses, finalement. Les coups de feu, c'est le collectif qui s'en charge. Un coup de feu, le collectif s'en charge. Les absences, le collectif s'en charge. La gestion de la qualité, ben, le collectif va s'en charger. Et puis aussi la maintenance préventive. Il faut que le collectif prévoit les moments où il serait bon d'huiler, de remplacer une pièce qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de frottements, de frictions, etc. etc. Tu as connu ça forcément, etc. Le collectif, il va s'en charger. Cela a toutes les apparences de l'autonomie, mais celle-ci s'exerce dans le cadre de contraintes fortes et croissantes, eu égard aux réductions du personnel, aux exigences implacables des outils collaboratifs et aussi au regard du groupe. Outils collaboratifs, hein, c'est ordinateur, etc., etc. Mais ces 3 aspects sont déjà redoutables en eux-mêmes. Mais il y en a un quatrième qu'il faut ajouter aussitôt, c'est l'évaluation individualisée. Celle-ci ne porte plus sur l'évaluation quantitative des résultats du travail, puisque le système s'en charge. Les fameux outils collaboratifs. Elle porte sur les comportements, la capacité à travailler en groupe, la loyauté vis-à-vis du principe du flux tendu et, plus généralement, vis-à-vis de l'entreprise ou de l'organisation. Et ça a une conséquence extrêmement importante, qui est que, alors que dans le système fordiste, on évaluait des qualifications, OS1, OS2, OS3, OP1, OP2, OP3, OHQ, eh bien maintenant, non. Ça, c'était la grille parodie, une antiquité d'après-guerre. Eh bien, c'est fini. Tu as dû connaître ça, toi aussi, en tant qu'avocate d'entreprise, la grille parodie. Eh bien, donc ça c'est terminé. Maintenant, on évalue des compétences. Une capacité à s'engager à fond, bien entendu. S'engager à moitié, c'est une connerie, hein, évidemment. C'est s'engager à fond dans le process, dans la logique de l'entreprise, etc. La capacité à s'engager. Et puis aussi, il y a d'autres compétences. Le fait d'être toujours à l'heure, la ponctualité, voilà le mot, la ponctualité, la capacité à travailler en groupe, parce que le collectif, il ne faut pas que dans chaque collectif, il y ait un mauvais coucheur. Donc il y a aussi à évaluer ce genre Mais de compétences. le gouvernement, ce qu'il fait aujourd'hui,
ils n'arrêtent pas de faire le discours sur le mérite, que ce soit les anciens, tout le monde. En fin de compte, ça divise les travailleurs. Et donc celui qui sera, disons, le lèche-botte de la direction, il sera méritant, il aura droit à des primes, etc., qui mettent en application les décisions du gouvernement. Et je crois que là, ils accélèrent de plus en plus cette question du salaire au mérite. Et moi, j'ai entendu des ministres et des députés en disant, oui, mais vous comprenez, presque en disant, ils ne l'ont pas dit comme ça, il y a ceux qui foutent rien, puis il y a ceux qui travaillent. Donc on va payer plus ceux qui travaillent. Et là, vous voyez un peu les conséquences que ça peut mener, la division des salariés entre eux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme organise ce qu'il a déjà organisé au niveau mondial, il l'organise au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la concurrence entre les salariés. Parce que c'est cette concurrence qui va augmenter le taux d'exploitation, donc le taux de profit du capitalisme dans l'entreprise. Et en plus, au lieu de se soucier, de prendre conscience de son aliénation, etc., on est dans la concurrence, dans la compétition capitaliste qui est évidemment valorisée par le système capitaliste. Et du coup, on ne va plus du tout penser à s'élever contre les conditions de travail, etc. Voilà. Résultat, de plus en plus de burn-out. C'est ça. J'ai pas retenu là, par rapport à ce que dit Jacqueline, c'est un truc que j'ai pas retenu dans la conférence, mais quelque part j'ai lu, soit chez Dejour, soit chez Durand, que par exemple il y a des ouvriers qui, pour tenir le coup, décident, on peut dire le mot décide, de ne plus penser. Donc ils décident de bosser comme des malades, de ne rien regarder, etc. Bosser comme des malades, et c'est comme ça qu'ils arrivent à tenir la journée. On en revient au 19e siècle, comme dans le film. Comme dans le film. On a vu l'autre fois. Bon, là, bon, il y a des gens qui expliquent ça. Y compris le recours au dopage, on va dire, oui. Légal ou illégal. Ah bon? C'est ça. Ah oui, déjà chez les cadres qui prennent de la drogue. Ah oui. Dopage. Et même maintenant, chez les dopage. Dopage, c'est-à-dire des produits, des médicaments, des médicaments et d'autres substances illégales. Regardez ce qui se passe par rapport aux chauffeurs de bus, de transport public. Il y a des contrôles de plus en plus, et il y a de plus en plus de chauffeurs qui sont pas à la petite fumette, sous l'emprise de la cocaïne ou de l'alcool. Enfin, c'est parce que le métier est très pénible et très dur. En région parisienne, par exemple, je me suis demandé si je voyais, si je rêvais ou pas. Ils ont tellement la pression, depuis 2 ans, là, avec l'histoire de Pécresse, tu sais, tout ce qu'elle a. Ils grillent les feux rouges. Autrefois, ça ne se voyait pas. Un chauffeur de bus qui grille les feux rouges dans la région parisienne. À Nice aussi, tu vois. À Nice aussi, je sais que ça arrivait des rares. Bien. C'est une pression, c'est fou. Il n'y a pas que... Non, mais c'est ce qui se passe dans un département, c'est ça le truc. Donc, évaluation individualisée. Dejour insiste sur le fait que derrière cette simple expression, évaluation individualisée, il faut être conscient qu'il y a toute une machinerie. Parce que vous avez tout ce qui concerne la gestion par objectif qui est décliné par atelier, par machine, par saison, etc., etc., etc. Les déclinaisons sont innombrables, mais c'est le logiciel qui se charge de tout. Vous avez la gestion par objectif, les contrats d'objectifs entre les collectifs de travail, contrat d'objectif, et on l'affiche après. Pour un bâtiment, dans une usine où vous avez 3 bâtiments, vous avez les contrats d'objectifs du bâtiment 1, du bâtiment 2, du bâtiment 3. Dans les grands magasins à Paris, ça existe aussi. J'ai vu une émission là-dessus. Bien c'est sûr. ahurissant.
À la fin de chaque journée, on compte combien on a encaissé, comment ça se passe, est-ce qu'on a rempli les objectifs, la pression constante du matin au soir. Mais avec les paiements par carte bancaire, les commerçants savent à tout instant de la journée quelle partie de chiffre d'affaires par paiement carte bancaire ils ont effectué. Puisque le logiciel leur offre cette possibilité. Il y a une consultation qui se fait, je suppose, ils appuient sur 2-3 boutons et hop. Moi j'ai un petit lecteur de carte bancaire, je le bilan, si tout le monde me paye les cotisations, je clique, et je sais combien j'ai encaissé avant 22 heures. Bien sûr. Et tu pars avec la caisse. Elle est là la caisse. Non mais elle passe par le téléphone. Ça, il ne le dit pas. Alors, il y a une citation de jour là-dessus, qui parle de la mise en concurrence générale des agents et ou des services, et ou des filiales, et ou des entreprises. Et ne parlons pas de la paperasse que tout ça génère. Voilà. Donc machinerie de la qualité totale et de l'évaluation individuelle, mais qui est aussi un juge de paix, puisque la machinerie, elle dit que les objectifs sont atteints ou pas atteints. Et s'ils ne sont pas atteints, eh bien, quelle est la conséquence? Ça peut être le licenciement, bien entendu. Bien entendu. Heureux ceux qui s'en tirent avec une simple mise au placard. Heureux. Pour combien de temps? On ne sait pas. Aux anges, ceux qui ne font qu'écoper d'une réprimande, hein, ou d'une évaluation individualisée pourrie, on va dire. Hein. Bon, ça va. Mais jusqu'à quand? En réalité, ils ne le savent pas. Ils ont échappé au coup près, mais jusqu'à quand, personne ne le sait. Alors, De Jour indique que dans ces conditions-là, dans les entreprises, aujourd'hui, on a vu se développer de nouvelles formes de pathologies au travail. Je vais en évoquer 3. Le coaching, la gestion du stress et ce qu'il appelle la phraséologie du stress. Donc le coaching, c'est pour répondre à toute cette situation que ça crée. Il y a des tas de gens qui sont en déconstruction totale, en désarticulation mentale totale. Et donc il faut les rebooster, les remobiliser. Je n'insiste pas. La gestion du stress, c'est la même chose. Autre méthode de correction des effets pervers de l'organisation du travail. Elle est peut-être plus connue. Elle vise à aider le salarié à gérer sa surcharge de travail et son surmenage. Et enfin, la phraséologie du stress. Alors, c'est quoi ça? C'est le fait, c'est l'inverse de la gestion du stress, il s'agit cette fois-ci d'asséner à un agent un discours qui se veut mobilisateur parce que stressant. Ou j'inverse, un discours stressant parce que mobilisateur. On peut inverser. Le cadre dirigeant ou le cadre technique, il va s'adresser à une personne et une seule, entre 4 yeux, dans son bureau. Pas des témoins. Pas de témoins. Non. Cette personne, elle est pensée comme un centre de performance. J'exagère à peine en disant que le cadre convoque un centre de performance. J'exagère un petit peu, mais pas trop non plus. Mais il y a une procédure. Il y a une procédure. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire quand il y a un rendez-vous avec un cadre, on le fait attendre 10 minutes, un quart d'heure en disant il n'est pas disponible. C'est pas vrai. C'est que vous devenez stressé, il vous conditionne et quand vous êtes devant le cadre, vous êtes tout petit. C'est des tactiques de management. Voilà. Donc ça c'est la phraséologie
de jour appelle ça la phraséologie du stress. Je me résume, je vais un peu vite, hein. Là la trace écrite, vous pourrez la consulter. Depuis 5 minutes, j'ai un tout petit peu accéléré. Si on se résume, le système post-fordien met face à face deux sous-systèmes. Un sous-système socio-technique. Oh, c'est les machines, hein. C'est les machines. Pour faire simple, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le segment de production, avec ses exigences de flux tendu. Sous-système socio-technique. Technique. Et il faut ajouter socio parce que tout passe par l'homme, hein, par l'être humain. Et de l'autre côté, un sous-système socio-humain, c'est-à-dire le collectif dont j'ai parlé, avec la qualité totale comme objectif et l'évaluation individuelle. Et l'évaluation individuelle, eh bien, elle navigue entre tout ça, elle nimbe tout ce système-là. Allez, dis-le le gros mot que tu as envie de dire. Putain d'évaluation. Individualisée. Tu m'as dit de ça. Ouais. Tu pourrais répéter? Ça, c'est de l'exploitation. Je suis obligé de censurer, hein. Putain d'évaluation individualisée. C'est pas moi, c'est 2 jours. Hein. Oui. Et de nuit d'ailleurs. Donc le système est diabolique, hein. C'est ça que l'on cherche à faire comprendre. Le système est diabolique parce que le groupe des pairs n'a pas de choix. Il doit s'imposer, s'auto-imposer la norme qui correspond au système socio-technique qui lui est imparti, hein, au segment du système socio-technique qui lui est imparti. Il n'a pas le choix, c'est la charge qui est définie. Et il n'a pas le choix non plus de l'instantanéité de ses réactions, de son engagement total de chaque instant, de tous les instants. Et évaluation des compétences, le système est parfaitement bouclé. C'est pour ça qu'il est diabolique. À la différence des décennies précédentes, c'est Durand qui dit ça, l'implication se fait sans contrepartie. Sauf celle de conserver son emploi, pas toujours durablement d'ailleurs. C'est en ce sens qu'elle est contrainte. Voilà. L'employeur peut dormir sur ses 2 oreilles. Pour le salarié, c'est une autre histoire. Ce dernier, dit Durand, il est contraint d'accepter sa condition. Ce dernier, dit Durand, est contraint d'accepter sa condition, de nier sa dépendance ou sa domination dans le rapport inégal qu'il entretient avec son employeur, et plus encore de prouver un engagement sous faille sur les objectifs de ce dernier. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple assez parlant qui serait la Poste? Oui, Hein? oui. Ça colle bien avec tout ce que vous dites. Avec tout ce qu'on dit. Alors, la J'ai Poste... quelques échos. Oui, tu as des exemples, c'est ça? La Poste, ou les caissières de supermarché. La Poste, donc les tournées, le nombre de tournées va en diminuant. Le nombre d'agents de la Poste qui font des tournées va en diminuant, il faut bien dire les choses, et les tournées s'allongent. Et la Poste a mis en place depuis 10-15 ans, 20 ans, je l'ignore, des petits bacs intermédiaires que l'on trouve dans les quartiers, que l'on repère peu, hein, mais que l'on trouve dans les quartiers. Donc l'agent part avec, je vais dire à la louche, le premier tiers de sa tournée. Donc du coup, le premier tiers peut être bien consistant, bien lourd. Il remplit son vélo ou autre chose avec son premier tiers. Quand il a fait son premier tiers, il arrive à une espèce de coffre, qui est quelque part dans la rue. Il n'a plus rien sur son vélo, mais dans le coffre, il a le deuxième tiers.
il remplit son vélo, il continue sa tournée. Et encore un peu après, il trouve, donc il vide son vélo avec le deuxième tiers, et puis un petit peu après, deuxième coffre, où il a son troisième tiers de tournée. Donc ça permet, quand vous n'avez pas ce système des 3 tiers, si c'est 3 tiers, hein, parce que là, je ne garantis pas que c'est 3 tiers, hein, attention, il ne faut pas le prendre pour argent comptant ce que je dis là, je ne suis pas spécialiste de la Poste. Mais quand vous prenez tout de suite, vous remplissez votre vélo. Voilà, il y en a moins. Forcément. En tout, il y en a moins. Mais si vous avez des coffres intermédiaires, eh bien, avec quoi vous remplissez votre vélo? Juste avec un tiers de tournée. Mais ce tiers, il vaut une tournée d'avant. Hein? Les caissières de supermarché. Alors je n'insiste pas sur les statuts, ça c'est archi connu. On peut maintenir des agents de la Poste sur des statuts précaires pendant des années et des années. Des années et des années. Bon, les caissières de supermarché, on les appelle une demi-heure avant la prise de poste. On a besoin de vous à 10h30. Et elles arrivent à 10h30. Et elles sont sur un emploi dont le statut prévoit ça. C'est-à-dire que si on les appelle pour l'heure d'ouverture, c'est 8h, 9h, eh bien elles viennent à 9h. Mais elles ne savent pas, hein. Elles attendent chez elles, ou ailleurs, mais chez elles a priori, et elles attendent qu'on les appelle. Elles sont à disposition. Elles sont à disposition. Et voilà. Alors, elles viennent... Est-ce qu'elles savent pour combien de temps on les appelle? Ça, je l'ignore. Je l'ignore. Mais ça pourrait être une cerise sur le gâteau. Bref, l'aliénation, là, elle est... L'aliénation subjective, elle est quoi? Elle est contrainte. Elle est incontournable. Elle va croissant. Elle est sans contrepartie, hein, salaire, machin, truc. Sans reconnaissance. Vous exécutez, sans pitié. C'est ça ou la porte. Et par-dessus tout ça, le dispositif de l'évaluation individuelle. Voilà. Durand dit qu'on pourrait tout aussi bien parler de servitude volontaire, car le salarié est conduit à montrer avec ostentation son asservissement pour conserver son emploi, condition pour maintenir sa dignité dans la société capitaliste. Les femmes de ménage dans les hôtels, il faut faire tant de chambres en telle minute, c'est vraiment très stressant, je l'ai poussé. Mais même les aides-soignantes aussi dans les EHPAD. Oui, voilà. Tant de minutes par malade. Tant de minutes. Scandaleux. Après, on parle. Alors ça, c'est aussi une conséquence quelque part de la révolution numérique. Parce que la révolution numérique, elle a permis de calculer à la seconde près toutes ces choses-là. Hein. Bon, vous vous souvenez, l'organisation scientifique du travail, ça calculait aussi à la seconde près. Mais là, les outils de calcul sont complètement différents. C'est-à-dire qu'un métier apparaît un jour, mais 3 mois après, on a déjà le calcul des temps. C'est un truc de fou. Voilà, parce que vous avez des agents, je ne sais pas si les femmes de ménage dans les hôtels, mais vous avez des agents, chaque acte professionnel, chaque acte de travail qu'ils accomplissent, ils appuient sur quelque chose. Soit sur leur téléphone, soit sur un terminal quelconque. Donc, le déplacement n'est pas compté. L'entreprise, elle sait tout. Elle sait tout. Vous branchez un engin, toc,
cet après-midi, il y avait un mec de chez Bouygues, sitôt qu'il a branché la box, toc sur mon truc, j'avais des messages, etc. etc. Oui, il est parti, pouf, message. Etc. etc. Donc, voilà, tout ça... Il y a un film que certains peut-être ont vu parmi vous, qui parlait des femmes de ménage qui nettoient les cabines des bateaux qui circulent entre la France et l'Angleterre. Oui. Quelqu'un a vu ce film-là? Oui, voilà, très parlant, hein, ça montre leur vie incroyable. C'est une journaliste qui s'est infiltrée, qui on s'est va- fait embaucher. on va Très réussir, intéressant, on est là. justement, sur ce sujet-là. Quatrième partie. Oui. Ah voilà, c'est ça. L'Istréam, ça s'appelle. Florence Aubenas. Très parlant, parce que Florence Aubenas. Florence Aubenas. Voilà. Quatrième partie, je vais la raccourcir sensiblement, c'est comment les salariés vivent-ils ces évolutions? Comment réagissent-ils? Alors, je vous donne les têtes de chapitre, mais vous allez reconnaître les notions, les réalités. Vous avez tous les gens qui réagissent en justifiant leurs pratiques. C'est-à-dire tous ceux qui, finalement, se construisent un bouclier de justification de leurs pratiques. Ils n'ont pas envie de se battre contre le système. Je le disais au démarrage, ils estiment que contester le système, c'est une tâche insurmontable, et donc ils considèrent que la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est d'y aller, d'en chier, et certes, vous connaissez l'expression, j'ai signé, c'est pour en chier, eh bien, d'y aller, hein, d'y aller, et puis de courber les chines, la tête dans le guidon. Et surtout, ils se construisent un système de justification de leur pratique. L'autre catégorie de personnes, ce sont celles qui veulent résister à l'aliénation. Et la résistance à l'aliénation, ça peut être la lutte syndicale, mais nous savons ce qu'il en est aujourd'hui. La lutte syndicale, elle est rendue extrêmement difficile. Et je le disais dans une conférence ancienne, la conflictualité sociale est au plus bas, sauf quand elle est au plus haut. Bon, c'est facile ce que je suis en train de dire. Si, pour les retraites. Voilà, c'est vrai, pour les retraites, nous avons eu un épisode différent. Mais sinon, la conflictualité sociale, bon là c'est sans doute parce que les retraites, ça portait sur un élément qui est au cœur du contrat social. On va dire les choses comme ça très vite. Et peut-être que c'est ça qui a expliqué la réaction forte, évidemment. Mais sinon, sorti de ce genre de situation, la conflictualité sociale, elle n'est pas terrible. Surtout, il y a la magie du 49.3. Et puis, en plus, voilà. Oui, mais c'est quand le capital n'a pas peur, ça. Hein. Voilà, parce que, bizarrement, pour les agriculteurs, ils n'ont pas sorti quoi que ce soit. Voilà. Ni les CRS. Alors, que ce soit la justification de ces pratiques ou bien la résistance à l'aliénation, eh bien, on voit apparaître donc des pathologies qui sont intimement liées à cela. Un, c'est là où je suis particulièrement elliptique pour terminer, tout ce qu'on appelle les pathologies de surcharge. Ensuite, je vais citer les pathologies du harcèlement, les pathologies post-traumatiques et enfin les suicides au travail, bien sûr. Donc, les pathologies de surcharge, quelles sont-elles? Vous en connaissez plusieurs. Le burn-out, le karoshi. Savez-vous ce que c'est? Non. Le karoshi, c'est la mort subite par AVC. En général, en dessous de 40 ans. C'est-à-dire dans la tranche d'âge où on bosse comme un malade. Comment ça s'écrit? AVC.
K-A-R-O, accent circonflexe, S-H-I. Ça sonne un peu japonais. Oui, Comme par hasard. oui, oui. Donc ce sont tous les mecs, plutôt les mecs que les femmes, parce que les femmes là-dessus, elles sont plus sages, mais on va dire toutes les personnes pour ne pas... J'insiste pas. Ouais, voilà. Oui, Je me méfie quand même. Donc ce sont toutes les personnes qui, en dessous de 40 ans, sont surinvesties, bossent comme des malades, presque jour et nuit, ne pensent qu'à ça, sont complètement azimutés à la masse. Bon. Et un jour, paf, carogé. Troisièmement, les troubles musculo-squelettiques. Hein, vous connaissez voilà. Les pathologies du harcèlement, l'encadrement, etc. Avec des fabriques un bon cancer. Le harcèlement sur les objectifs, etc. France Télécom, etc. Les pathologies post-traumatiques, hein, c'est quoi ça? C'est, vous savez, quand vous avez été agressé au travail par un client, par un usager, par un délinquant qui a fait irruption. Vous avez vu que c'est en train d'apparaître à l'Éducation nationale. Et puis les suicides au travail, on va s'arrêter là-dessus, enfin on va commenter et on s'arrêtera après ça. Ils ont fait leur apparition dans les années 1990-2000, selon 2 jours. Il y aurait... Vas-y, on va faire ça. Il y aurait plusieurs centaines de suicides et des tentatives de suicide par an sur les lieux de travail, des centaines. On n'entend pas parler. Mais déjà, c'est beaucoup plus. Pas beaucoup, Il y a on déjà n'entend pas. tous les Il y 2 a jours des un paysan centaines. qui se suicide, tous les 2 jours. Dans certains milieux, on Oui, entend c'est parler, vrai. oui. Les enseignants, les policiers, les On ne gendarmes, dit pas qu'il y en a que des souvent, ça Ah oui, m'étonne. Les journaux télévisés, on n'entend pas des Ça centaines. date peut-être il y a quelques années. Ça date de 98. Ah oui, Ah ouais, d'accord. Oui, ça a beaucoup changé, ils ont hein, augmenté, malheureusement. hein. Oui. On peut être tenté, dit 2 jours, d'associer ces actes extrêmes à un effacement de la raison. C'est-à-dire les gens ont perdu la boule. Oui. Et lui, 2 jours, nie ça. Il rejette cette explication. Il la rejette. Cela exprime bien plutôt, dit-il, une volonté de lutter contre l'injustice. Cela exprime une volonté d'honorer, c'est toujours lui qui dit ça, d'honorer une valeur qui a quelque connexion avec l'essence générique de l'homme. Des manuscrits de 44. C'est souvent un acte qui exprime sa volonté de ne pas déroger à la dignité humaine. Pour conclure, Oui, pour conclure, 2 jours, l'analyse clinique des causes d'accroissement de la pathologie mentale au travail renvoie en définitive avec des causes organisationnelles. cause organisationnelle. La clé de voûte de tout le système, c'est l'évaluation individualisée et la machinerie, paperasserie qui l'accompagne. Mais, ça c'est une cause proximale, mais son fondement, son moteur, générateur, c'est bien le système d'accumulation du capital qui est au début de la chaîne. Et la concurrence généralisée, qui est le modèle, On peut bien pas sûr, faire autrement. et que l'encadrement invoque à satiété. Ils sont touchés aussi. Les agents luttent contre cette organisation du travail, mais ils échouent ou ils renoncent. Et c'est cet échec ou cette renonciation qui conduisent aux pathologies mentales individuelles. Donc c'est l'organisation du travail, la lutte contre cette organisation, l'échec de cette lutte et les pathologies individuelles. C'est dans cet ordre-là. Il faut bien voir ça. C'est pour ça que c'est si dur. Voilà.
Il y a une très bonne psychanalyste française, Marie-France Irigoyen, que tu connais peut-être, qui en parle beaucoup, puisque c'est grâce à elle qu'on doit la loi déjà sur le harcèlement moral au travail. D'accord. Voilà. D'accord. C'est pas un titre de livre. Le harcèlement moral au travail. Donc, pour 2 jours... L'aliénation ne serait donc pas à comprendre comme un processus s'incarnant dans des conduites individuelles, mais dans des conduites collectives. Voilà, le collectif. Il y aurait l'aliénation quand l'homme s'engage dans une direction qui le conduit à nier son essence, à répudier sa vie, à déshonorer la vie. Donc, retenons organisation du travail, aspect collectif. Face à ça, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire dit de jour? Eh bien, pour les salariés, bien sûr, eh bien, à construire de la coopération. De la coopération. Changer le système capitaliste. Hervé. Pour illustrer un petit peu les nouvelles techniques de management, notamment d'évaluation individuelle, donc moi j'ai travaillé chez France Télécom Orange, et donc on était un peu le laboratoire d'expérimentation des nouvelles méthodes de management. Alors, avant l'évaluation individuelle, il y avait une phase obligatoire systématique, c'est l'auto-évaluation du salarié par lui-même par rapport à l'atteinte de ses objectifs, à son niveau de compétence, et on va dire une auto-évaluation correcte était elle-même un élément d'évaluation du salarié par rapport à ses compétences, quoi. Donc là, c'était un premier point. Et dans les objectifs, parce que le management il faisait de moins en moins par rapport à la réalisation de tâches prescrites selon des procédures pour atteindre donc une tâche déterminée dans un temps imparti. Et c'était de plus en plus un management par objectif individuel. Et parmi les objectifs des salariés, il y avait aussi c'est-à-dire les salariés devaient se fixer à faire eux-mêmes acte de proposition pour se fixer à eux-mêmes des objectifs sur lesquels ils seraient évalués par la suite. Pour qu'ils intègrent. Voilà. La capacité de se fixer des objectifs pertinents et ambitieux était un élément d'évaluation de leurs compétences. Alors pour terminer, tout le contraire, de jour dit ça, les formes d'organisation du travail détruisent le monde. Il va jusque-là. Cela dit, c'est vrai. La coopération. Oui, mais c'est insuffisant, la coopération. Si on reste dans le mais ça, c'est 2 jours. C'est 2 jours. Mais la prochaine conférence, elle va prolonger celle-ci, puisque on va parler des cadres. L'aliénation, les cadres aussi. Et là, je vais utiliser une recherche qui est un petit peu plus récente que celle de 2 jours, de Gaëtan Floco. L'ouvrage s'intitule « Les cadres des dominants très dominés ». Oui, exactement. Ah oui, tout à fait. Donc je vais vous proposer, là, je vous ai proposé un résumé de 2 jours, et je vous proposerai un résumé de Gaëtan Floco, le 13 mars. Dans les nouvelles formes de management, il y a aussi de plus en plus le développement de tout ce qui est amélioration continue donc par les salariés eux-mêmes. Et il y a aussi le développement de l'innovation salariée, c'est-à-dire les salariés donc, doivent eux-mêmes proposer des actions d'amélioration ou des innovations qui vont faire partie des éléments d'évaluation de leurs compétences et de leurs aptitudes. De plus en plus, il y a aussi, donc avec tout le développement de la RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale d'entreprise, il y a aussi la mobilisation des salariés, notamment parmi les catégories les plus jeunes, sur des thématiques concernant l'environnement, l'écologie, les actions d'inclusion, les luttes contre les discriminations. Donc, c'est un élément, parce qu'ils sont aperçus que donc, les méthodes traditionnelles de management fonctionnent de moins en moins pour mobiliser les jeunes générations, notamment un peu tout ce qui avait servi à mobiliser
les baby boomers, c'est les générations comme nous. X, voilà. Et donc maintenant, c'est justement essayer de mobiliser les salariés par le biais de l'investissement dans le domaine de l'environnement, des actions d'inclusion, du social, du sociétal. Mais il y a une modification dans le management. Avant, c'était l'autorité. On apprenait comment diriger, être des chefs. Maintenant, j'ai appris, moi, que, mettons, en 5e année, dans certaines écoles de management, il y a des cours de philo, de sociologie. Pourquoi? C'est pour apprendre à ces élèves, les futurs managers, à comprendre la société pour mieux dominer les travailleurs. Hein, faut pas, c'est pas pour leur dire réfléchissez, Marx est derrière vous, il va vous écouter, ou vous allez l'écouter, mais plus pour bien comprendre, parce qu'aujourd'hui l'autorité ne passe plus. Hein, un retour presque un peu au paternalisme, hein, qui a fait quand même, qui a bien marché quand même, hein, toute une période. Donc prochaine conférence le 13 mai. Le 13 mars, pardon. Le 13 mars. Ce grand écart est dû aux vacances de février. Voilà. Il y a la conférence avec Pénaruis jeudi prochain. Pénaruis jeudi prochain. À Garibaldi. Oui. Alors mercredi prochain, c'est à Garibaldi. Jeudi prochain à Garibaldi. Non, c'est le 19. Non. Nous ici, 13 mars. Ah oui, 13 mars, Garibaldi, c'est le 19. Ben, ça doit être le 19. Oui. Non, le 19, c'est pas un jeudi. C'est pas un jeudi. Je sais plus. C'est un lundi.